pourquoi est-ce qu'on peut être amené à basculer sur le cloud de Google? Alors tout le monde connaît ce service, c'est le moteur de recherche de Google, en fait. Donc il a été construit, ça fait plus de 20 ans qu'il est en construction, et le principe de cet outil, c'est quoi? C'est je collecte de l'information, je la stocke, et je crée des calculs pour ranker les informations que j'ai récupérées. Donc ça nécessite 3 types de puissance. Un, de la puissance de communication, parce qu'il faut que j'ai un réseau ultra puissant pour collecter toutes les pages de l'Internet. Collecter toutes les pages de l'Internet en un seul endroit, ça nécessite de la puissance de stockage. Donc il faut que quelque part j'ai d'énormes espaces dans lesquels je puisse stocker de l'information. Et puis après, lancer des jobs qui vont classer ces différentes pages par rapport à différents critères, qui vont les classer de manière relative entre elles, ça nécessite énormément de puissance de calcul. C'est un peu les 3 types de puissance qu'on peut être amené à louer quand on va sur le cloud. Et il se trouve que cette infrastructure que Google a mis en œuvre pour ses propres besoins, il la propose maintenant en location. D'accord ? Donc ce que vous allez louer quand vous partez sur le cloud de Google, c'est que vous allez louer l'infrastructure qui a été imaginée par des ingénieurs de Google pour les développeurs de Google, en fait. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et donc l'idée, c'est de bénéficier de ces 20 ans de bonnes pratiques que Google a expérimenté, tout ce qu'ils ont expérimenté pendant 20 ans, en fait, vous allez pouvoir en bénéficier en louant leur infrastructure. Donc, c'est des années d'innovation. Et il y a énormément des produits open source ou qui sont maintenant à disposition, qui ont d'abord été inventés par les ingénieurs de Google. Ces ingénieurs ont fait des publications et après la communauté open source a cherché à les reproduire. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de tous ces papiers qui ont transformé l'industrie de l'informatique. Le premier de ces papiers, qui a été publié en 2002, c'est GFS, qui veut dire Google File System. Donc ce produit qui a été, cette technologie qui a été inventée par Google se retrouve maintenant dans une technologie open source. Qui sait quelle est la technologie open source qui mimique GFS? HDFS, exactement. Donc HDFS, c'est une réécriture open source de GFS que Google utilise depuis le début des années 2000 en interne, en fait. Ensuite, Google a publié en 2004 un papier qui explique MapReduce. Donc, c'est pas le tout d'avoir. Donc, GFS, en gros, c'est comme si vous aviez un disque dur c'est un file system, d'accord? Donc, un file system, ça sert à gérer des fichiers sur un disque dur pour caricaturer. Et en fait, GFS, ça permet de dire, en fait, mon disque dur, il se trouve pas dans une machine, il est à l'échelle de plusieurs data centers. Voilà. Donc, vous avez un disque dur qui s'étale sur plusieurs data centers et vous le voyez comme un espace de stockage unique. Donc, quand vous avez cette espèce de système dans lequel vous pouvez stocker de l'information, de temps en temps, vous avez besoin de faire du scoring, d'avoir des algos qui permettent de scorer l'information dessus. Ça, c'est MapReduce, qui a été inventé pour travailler sur ces échelles-là. Et puis, donc après, on a un file system, et souvent, au-dessus d'un file system, on a envie de créer quelque chose qui nous permet de stocker de la donnée, en fait. À l'échelle de Google, c'est énormément de données, donc de créer une base de données qui permet de stocker des pétas d'informations. Donc, ils ont inventé une technologie qui s'appelle Bigtable. Donc, ils ont publié un papier fin 2005, il me semble, qui expliquait comment fonctionnait leur base de données interne. Donc, c'est une base NoSQL, c'est ce qui a donné naissance à ce mouvement NoSQL, qui connaît la version open source de Bigtable. C'est un produit que HBase. Donc, quand vous entendez parler de HBase, c'est une base de données NoSQL. En fait, c'est une réécriture open source de Bigtable. D'accord ? Donc, c'est un produit qui est au sein de Google depuis des années, en fait, que les ingénieurs utilisent depuis des années chez Google. Enfin, ça fait, puisqu'ils ont sorti le papier scientifique en 2005, ça faisait des années qu'ils l'avaient en interne. Avez-vous une idée de quand est né le projet Hadoop de la Fondation Apache? C'est 2006. Janvier 2006, d'accord? Donc le projet démarre en janvier 2006 et l'objectif de ce projet, c'est de refaire la stack Google
entre autres un GFS qui s'appelait HDFS et un Bigtable qui s'appelle HBase en fait. Donc là, ce projet démarre en 2006 et il va falloir encore plusieurs années avant d'avoir un produit qui soit exploitable. Chez Sphere, on a commencé à utiliser HBase, donc le Bigtable en version open source en 2010. C'était un produit qui n'était encore pas ultra stable en fait. Pour vous donner une idée de la latence entre nous, développeurs grand public, notre capacité à utiliser des systèmes big data en utilisant des produits open source, ça démarre en 2010, alors que ça faisait quasiment 10 ans que les ingénieurs de Google l'utilisaient en interne. Donc ils ont une énorme maturité sur ces technologies-là. Et bien évidemment, pendant que la communauté reproduisait les technologies qu'ils avaient en interne depuis le début des années 2000, eux, ils continuaient à progresser, à inventer de nouvelles choses en interne. Ils ne les publiaient pas tout de suite, en fait. D'accord ? Et donc là, vous avez la liste des différentes choses qu'ils ont publiées. Par exemple, Borg. Est-ce que vous savez ce que c'est que Borg? Donc en fait, depuis le début des années 2000, toute l'infrastructure Google est containerisée. Voilà, donc pour vous donner une idée, chaque semaine, chez Google, ils arrêtent et ils redémarrent 2 milliards de containers. Pour gérer ces containers, donc ces équivalents Docker, ce n'est pas du Docker qu'ils ont en interne, mais c'est des technologies de container pour Google, il fallait un orchestrateur qui gère tout ça. Donc cet orchestrateur, c'est Borg. Et donc Kubernetes qu'on a mentionné tout à l'heure, en fait, c'est une réécriture open source de Borg. Voilà. Donc dites-vous, ça vous donne un peu une idée de la maturité que Google a sur la notion de container. Dremel, donc c'est une technologie, d'ailleurs c'est un papier vous pouvez rechercher, Dremel, hein, c'est un papier scientifique qui est très intéressant à lire et c'est assez accessible en fait. Il y a des papiers là où, typiquement, le premier papier sur Borg, pour bien comprendre ce qu'ils font, c'est pas très aisé. Hein. Mais Dremel, c'est un papier qui est assez accessible. Je vous invite à le lire si vous vous intéressez à la donnée. C'est ce qui a permis de sortir une technologie qui s'appelle BigQuery, que vous allez pouvoir utiliser, qui est en fait un data warehouse temps réel. Donc dans les démonstrations de cet après-midi, vous verrez, on va manipuler des terras d'informations, des centaines de millions de lignes en quelques secondes. Et donc la technologie qui est en dessous de BigQuery, c'est Dremel. Donc ce n'est pas une technologie récente, puisqu'en fait, il y a eu des papiers qui expliquaient Dremel en 2008. En fait. Donc ça fait quasiment 10 ans que ça utilise en interne. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais en fait, l'histoire de la construction de ce cloud en fait, est jalonnée de papiers scientifiques qui ont complètement bouleversé l'écosystème technologique mondial, en fait, puisque on va les retrouver maintenant au cœur de toutes les innovations que nous utilisons tous les jours. Donc ça a donné, c'est ce que je vous ai mis là, la naissance de pas mal de projets open source. Et donc en fait, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est en fait l'utilisation de ces technologies en mode location. Donc on va voir ces différents produits que vous allez pouvoir louer, qui sont en fait des produits que Google utilise en interne depuis des années. Comme je vous le disais, en fait, il y a différentes générations de cloud. On en est à la 3e. Donc je vais simplement resituer dans le contexte les différentes générations. Première génération, c'est en gros, vous aviez des machines et vous cherchiez un espace sécurisé dans lequel vous pouviez les racker. Donc en fait, l'idée c'était de mutualiser un espace physique qui avait de l'électricité, qui était sécurisé physiquement, qui avait de la clim, etc. Et vous amiez vos propres machines, vos racks, et vous aviez de la puissance réseau aussi qui était amenée par votre fournisseur. Ça, c'est la première génération. C'était déjà une belle avancée. On ne possédait plus la partie physique du data center, on amenait ces machines. Mais les machines, on les achetait. Deuxième génération, on s'est dit, quand même, moi, je n'ai pas spécialement envie d'acheter les ressources, j'ai plutôt envie de les louer, en passant par des API. Donc ça, c'est vraiment la génération de cloud Amazon. L'idée, ce n'est pas de transformer sa manière de faire de l'IT, c'est plutôt de dire, je vais faire la même chose, mais en fait, au lieu d'acheter les machines, je vais les louer. Mais ce que je veux, c'est pouvoir reproduire ma manière de faire de l'IT chez un acteur dans lequel je vais simplement louer les machines en passant par des API. Donc je ne suis pas en train de repenser ma manière de construire mon système d'information, je suis simplement en train de le déplacer chez un acteur et ça change une partie de ma manière de penser, c'est que j'achète plus, mais je loue. Donc ça met une certaine forme de flexibilité. La génération qui est en train d'arriver, c'est la génération d'après, ce qu'on appelle serverless.
C'est l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, en fait, la notion de ressources physiques, vous n'allez plus l'avoir. Votre base de données, là, elle vous propose un service. Est-ce que ce service est exécuté sur 1 ou 10 000 machines? Finalement, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est qu'il soit rendu rapidement et pour un coût faible, en fait. C'est ce qu'on appelle le serverless. Donc, c'est la nouvelle génération de louer des services chez les cloud providers. Et c'est un peu la génération... dans les années qui arrivent, tous les nouveaux services seront de type serverless, en fait. Donc, le cloud est en train de muter là-dessus. C'est la génération Google, en fait. Google est depuis le départ, pour ses développeurs internes, pensait serverless. Donc, vous avez 2 types d'équipes chez Google. Vous avez les ops qui construisent une infrastructure et les devs qui développent des applications. Et en fait, l'idée, c'est de dire, quand je suis développeur, je n'ai pas du tout à me préoccuper de la scalabilité de ces choses-là. Je développe mon application, je respecte un certain nombre de bonnes pratiques, je déploie et l'infrastructure va s'adapter à mon applicatif. C'est le serverless, en fait. Donc, en quoi cette plateforme elle est différente? C'est ce que je vous disais. Elle a d'abord été inventée pour les ingénieurs de Google. Et ils ont 7 applicatifs internes qui dépassent le milliard d'utilisateurs. D'accord? Donc, bien évidemment, quand je suis un développeur chez Google, si je dois en plus me préoccuper des sujets de scalabilité, je ne m'en sors pas, en fait. Je vais produire peu de code. Donc, c'est ça qui a été créé par Google. C'est une infrastructure dans laquelle le développeur, on lui donne les bonnes pratiques. Voilà comment tu dois construire ton app, ta plateforme, ton API. Voilà comment tu dois accéder aux données, comment tu dois stocker tes données. Et si tu respectes ces règles-là, l'infrastructure va se charger de tout ce qui concerne la scalabilité. D'accord? C'est ça un peu l'idée. Et donc, c'est ce que ça va vous apporter. Donc, c'est vrai qu'historiquement, les gens venaient sur le cloud pour une raison, c'était optimiser son infrastructure. Mais en fait, maintenant, les gens y vont pour beaucoup plus de raisons. Hein. C'est je vais essayer de créer plus de valeur autour de ma donnée. On verra dans les références que je vous montrerai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui basculent sur le cloud pour ces raisons-là. Je veux imaginer des nouveaux services, donc créer de nouvelles applications. Et ces nouvelles applications, je veux les penser cloud. Ce n'est pas une application que je fais on-premise, que je mets sur le cloud, c'est directement, je la pense nativement cloud, en fait. Donc ça nécessite et du coup, je vais une nouvelle manière de penser, mais ça va m'apporter beaucoup de valeur. Aussi souvent, maintenant, il y a des problématiques d'interconnexion. Donc je développe un service, je l'expose à l'extérieur, et j'ai des gens qui vont le consommer. D'accord? Ils vont le consommer à leur rythme. Je ne peux pas leur dire, moi je te demande de consommer entre 8h et 18h, et surtout à midi, tu lèves le pied parce que j'ai trop de trafic. Je ne peux pas dire ça, et donc mon infrastructure doit s'adapter à la manière dont mes clients ont envie de consommer mes services, et en pleine nuit, il peut y avoir des pics de trafic, parce que je travaille avec des acteurs qui sont un peu tout autour du globe, en fait. Et ça, mon infrastructure doit pouvoir s'adapter à ça. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui peut surprendre. On a beaucoup de nos clients qui partent aussi sur le cloud pour des raisons de sécurité. Ils considèrent que les infrastructures cloud et les clouds publics sont plus sécurisés que leur propre data center. Donc, ça peut être on peut avoir un immense débat autour de ça, clairement. Mais voilà, en tout cas, dites-vous qu'il y a des acteurs qui partent sur le cloud en disant, moi je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un qui pourra faire une intrusion dans un data center d'un cloud provider public. C'est leur manière de penser. Je ne pense pas qu'il y ait un hacker qui arrive à rentrer sur un data center de Google. Voilà. Il y aura, si une faille de sécurité apparaît, je pense que le data center de Google sera patché beaucoup plus rapidement que mon propre data center. Voire qu'il sera patché avant que la faille soit publique. C'est ce qui arrive en fait. Pour la plupart des failles, les cloud providers, ils patchent avant que les failles soient rendues publiques. Ce que vous ne pouvez pas faire sur votre data center on-premise en fait. Voilà. Donc on parlait aussi de la flexibilité, donc c'est juste un petit rappel. Historiquement, quand on voulait imaginer un nouveau service, donc on essayait de dimensionner l'infrastructure physique nécessaire pour l'accueillir. On allait chercher les budgets. Si on obtenait les budgets, on pouvait démarrer le développement de ce nouveau service. D'accord ? Et puis maintenant, sur le cloud, on peut penser complètement différemment.
on peut déjà commencer à imaginer le service et qu'on a envie de créer. Et puis après, on peut même tester, et ça sans forcément avoir des coûts d'infrastructure très importants. On peut commencer à imaginer les choses, les déployer et se rendre compte si finalement le service qu'on avait imaginé, il rencontre un public en fait. Voilà. Et ça amène beaucoup de flexibilité. Je vous ai mis ici une échelle qui était liée à la semaine sur le cloud public. On peut aller à la journée en fait. Vous pouvez imaginer, provisionner une infrastructure, ça peut se faire en une journée et vous avez déjà toute une infrastructure qui permet d'accueillir le service que vous avez imaginé. Donc, Google en fait peut vous accompagner sur plein d'axes pour vous aider à croître et créer de la valeur. Donc, en gros, il y a 5 types de services qui sont de type cloud, qui peuvent vous accompagner. Donc, il y a des services un peu, j'ai envie de dire, grand public. C'est tout ce qui est outils de communication. Ce n'est pas l'objet de cette journée. Il y a les services que j'ai mis en bleu qui sont les services de création d'applications, de création de data platform ou de création d'une infrastructure en fait. Donc ça va être le cœur de la journée. Et puis en rouge, j'ai quand même mentionné quelque chose qui est intéressant. Donc quand on construit des systèmes, actuellement, on n'est plus en train de construire une application, on est en train de construire une plateforme. Cette plateforme, en fait, elle expose une API et cette API est consommée par des frontaux qui peuvent être des applications de type web, mobile ou d'autres applications, en fait, qui vont consommer les services exposés à travers une API. Donc, l'API, c'est devenu maintenant un pivot très important de la construction d'un système d'information. Et à nouveau, vous pouvez décider que l'API, c'est vous qui la gérez. D'accord, c'est vous qui mettez en place la sécurité sur votre API, qui documentez cette API, qui mettez les quotas, qui mettez les systèmes de monétisation. Vous pouvez dire, je vais m'appuyer sur des acteurs externes. Donc Google propose un produit qui s'appelle APIG qui permet justement de gérer des API. C'est un produit qui est assez connu, hein, c'est issu d'un rachat qui a actuellement une très très grosse croissance en termes d'adoption et qui est multi-cloud. Donc nous, chez Sphere, on intervient actuellement sur la mise en œuvre d'APIG sur des plateformes, bien sûr GCP, mais sur du on-premise ou sur de l'Amazon ou de l'Azure en fait. Voilà. Donc on aura quelques slides pour présenter ce produit en fin de journée. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous présenter, en gros, on va faire un panorama de l'infrastructure cloud proposée par Google et de ses différents services. Souvent, quand on imagine le cloud, on dit ce que je veux, c'est aller louer une machine sur Internet. Donc ce que je viens chercher, c'est de la puissance de calcul. Dites-vous qu'un cloud provider, ça propose beaucoup plus de choses que simplement de la puissance de calcul. Un cloud provider moderne, ça doit vous proposer aussi de la puissance de communication. Vous avez un data center en Europe, un data center en Asie, un data center aux US. Vous devez faire discuter pour une raison X ou Y, c'est transmettre de l'information entre ces différents data centers. Il y a 2 manières de voir les choses. Soit vous passez par l'Internet public, soit vous passez par la fibre de votre cloud provider. Donc un bon cloud provider, il doit vous proposer de la puissance de communication. Aussi de la puissance de stockage. Donc la donnée, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc soit vous dites, moi je nettoie ma donnée et je stocke que de la donnée nettoyée, ou soit vous dites, moi j'ai envie de tracer tout ce qui se passe et je veux stocker cette donnée brute. C'est des volumes très importants. On peut parler de téra ou de péta d'informations. Il faut que mon cloud provider me propose un espace qui permet de stocker cette information. Il propose de la scalabilité en fait sur la partie stockage. Il doit vous proposer aussi des outils qui vous permettent de stocker de l'information nettoyée, une base de données. Donc, historiquement, on avait un type de base de données, c'était la base de données SQL, relationnelle et transactionnelle. Un cloud provider, il vous propose plein de types de bases de données. Stocker une série temporelle, une time series, c'est pas pareil que stocker un modèle relationnel. Donc, je ne vais pas prendre si j'ai de l'information de type série temporelle, j'ai plutôt envie de la stocker dans
dans une base de données dédiée à ce type de choses, en fait. J'ai de l'information qui est non structurée, pourquoi est-ce que je la stocke dans une base de données qui me permet de stocker de l'information structurée? Donc les cloud providers vont vous proposer plein d'outils très verticalisés, adaptés à un type d'information, en fait, une typologie d'information. Ça, c'est la partie stockage de base de données. Ce n'est pas tout stocker sa donnée nettoyée. Ce qu'il faut, c'est être capable de l'analyser. Il faut des outils puissants d'analyse. Vous avez des terras d'informations. Je parle bien d'informations. Si vous les analysez, les scorez, comprendre comment elle vibre, cette information, quelle est sa valeur, en tirer quelque chose, il faut des outils puissants d'analyse. Un cloud provider, il doit vous proposer ça, des outils d'analyse de l'information. Et puis, on va aller plus loin. C'est que de temps en temps et de plus en plus, on va, pour créer de la valeur au-dessus de ces informations qu'on a analysées, en utilisant des outils de machine learning. D'accord ? Un bon cloud provider, il va aussi vous proposer des outils d'analyse de données puissants en passant par de l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc c'est vrai que ce sera souvent du machine learning. Le machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Et donc votre cloud provider, il va vous proposer des outils de ce type-là. Analyser de l'image, analyser du texte, faire de manière automatique de la prévision de séries temporelles, faire du scoring, de la détection de fraude, des choses comme ça. Est-ce que votre cloud provider, à terme, il va être capable de vous proposer des services au niveau de ce type-là, en fait. Et puis, bien évidemment, il va vous proposer des choses qui ne sont pas des outils qui sont des outils support. Donc, il vous amène de la sécurité, il vous amène plein d'outils qui sont plutôt orientés administration, développeurs. Et puis, l'intégralité de ces services proposés seront manipulés par des API. Donc, il doit aussi vous proposer des API pour manipuler tout ça. Ça, c'est un peu toute la stack. Donc, si je projette ces différents services sur la GCP, voilà, ça donne ça. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une partie. Peut-être que vous avez 1/5 des services que propose la Google Cloud Platform. D'accord ? Donc là, il y a déjà plein de logos. C'est vrai que ça fait beaucoup de produits. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on va dérouler dans la journée. L'idée, c'est de vous donner un peu une grille de lecture sur ces produits. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dans les outils de compute, il y en a 5. D'accord ? Juste pour dire, j'ai du code et je veux l'exécuter. J'ai déjà 5 manières de le faire. Je peux dire, je veux louer une machine. Une toute petite machine. Peut-être qu'avec un processeur à 700 MHz. Ou qui n'a pas beaucoup de mémoire, qui a 600 MB de mémoire. Ou alors, j'ai besoin d'une très grosse machine, avec 96 cœurs et 6 Tera de RAM. Donc, je peux louer des machines comme ça, avec un OS dessus, et c'est moi qui configure tout. D'accord ? Après, je peux dire, non, en fait, moi, j'ai une application qui est containerisée. Je l'ai déjà intégrée dans un Docker. Et donc, ce que je veux, c'est louer un orchestrateur qui va me permettre d'héberger mon application containerisée. Donc, vous pouvez louer un orchestrateur. Ça, c'est Kubernetes Engine. D'accord ? Donc, vous allez vous le verrez, c'est très simple. Vous cliquez sur un bouton et vous avez un cluster Kubernetes qui vous permet d'héberger vos applications. D'accord ? Ça se fait en quelques clics ou si un ops, il va faire quelques lignes de commande en fait pour lancer son cluster. Après, on peut dire, moi, on avait parlé de serverless. En fait, quand je fais du Kubernetes Engine, je dis combien de machines physiques va accueillir mon cluster. Je le dimensionne, ce cluster. C'est moi qui en ai la responsabilité. Mais peut-être que je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité. Je me dis, mais non, finalement, moi, ce que je veux, c'est héberger des containers, mais je ne veux pas savoir combien de machines l'exécutent. Je veux faire du container en mode serverless. Ça, c'est Cloud Run. Cloud Run, c'est, vous avez un container, vous l'envoyez sur l'infrastructure, mais vous ne savez pas par combien de machines il va être exécuté. D'accord ? S'il n'y a pas de besoin de puissance sur ce container, il y en aura 0. Il ne sera même pas chargé, en fait. Et puis, si d'un seul coup, il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul, il va s'étaler sur autant de machines que nécessaire. Ça, c'est Cloud Run. Donc, c'est de la containerisation en mode serverless. Mais c'est vous qui êtes responsable du container. Donc, c'est vos équipes qui doivent créer les images de ces containers. Étape d'après, c'est dire, ouais, mais moi, en fait, je n'ai pas envie d'avoir des équipes qui créent des containers, des images de containers. Je veux déléguer ça à mon cloud provider. Ça, c'est App Engine. App Engine, en fait, les images Java, Go, Python qui vous permettent d'accueillir du code, en fait, ces images-là, elles sont créées et maintenues par le cloud provider. C'est lui qui va amener la sécurité pour héberger votre application. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ces containers sont sécurisés. D'accord ? Donc là, c'est un niveau encore supérieur de containerisation.
Et puis au final, ce que vous voulez déployer, ce n'est pas une application, c'est juste un tout petit bout de code. C'est 200 lignes de code. Est-ce que ces 200 lignes de code, je dois créer tout un gros truc, toute une grosse application, je dois la containeriser, etc. pour la déployer? C'est un peu dommage. Ce que j'aimerais, c'est juste avoir besoin de déployer très simplement ces 200 lignes de code. Donc c'est aussi possible, ça s'appelle des Cloud Functions. Donc là, vous allez déployer juste un tout petit bout de code. C'est bien sûr complètement sécurisé, ça s'exécute dans ces environnements, mais c'est très simple à faire. D'accord? Donc c'est par exemple, j'ai un capteur qui m'envoie d'informations. Cette information, je dois la stocker dans une base. Ça sert de passe-plat en fait. D'accord? C'est pour l'IoT. Ben, je ne vais pas avoir une grosse application qui a juste un seul service et je récupère de l'information, j'écris dans une base. Ben, je fais une Cloud Function pour faire ça. D'accord? Et ça me coûte quasiment rien. Exécuter une Cloud Function, ça coûte quelques 10 millièmes de centimes en fait. Donc je peux déjà avoir quelques mesures avant de sentir ça sur ma facture. Ça, c'est pour héberger du code. C'est le compute. Le réseau, ces applications, nécessairement, elles doivent être accédées. Donc, il faut des réseaux. Il faut être capable de construire des réseaux. Il faut pouvoir faire configurer des DNS, faire du load balancing, éventuellement mettre en place des systèmes de cache. Donc, votre cloud provider va vous proposer des services qui permettent d'exposer vos applications à l'extérieur et de les connecter à l'extérieur, de les sécuriser et de proposer de la bonne qualité de service. Dans la data, elle arrive, et comment je fais pour la capter? Donc vous allez avoir des outils qui vous permettent de capter de la donnée. Un bus d'information, ça c'est PubSub. Qui connaît Kafka? Qui a déjà installé Kafka? Qui a trouvé ça simple? Voilà. Ah, bravo. PubSub, ça permet de lancer un Kafka, un équivalent Kafka, qui permet d'accueillir 1 million de messages par seconde en à peu près 2 secondes. Vous allez dans la console, vous définissez un topic, vous faites valider. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un topic sur lequel vous pouvez publier 1 million de messages par seconde. C'est l'infrastructure de messaging qui est utilisée par Google en interne, qui vous donne à disposition en fait. Donc c'est un bus asynchrone qui s'installe en quelques secondes en fait. D'accord? Ça c'est PubSub, 1 million de messages par seconde. Après, ce n'est pas le tout de récupérer des messages. Ce qu'il faut, c'est que je les transforme, ce flux. Peut-être que je reçois de l'information en mode, je reçois des miles par heure et je dois les transformer, ces informations, en kilomètres/heure. Et donc cet outil de transformation, avant d'écrire, il faut qu'il puisse être capable d'encaisser des très gros volumes sur un stream. Ça, c'est Dataflow. Dataflow, on va pouvoir exécuter du code sur des flux très importants d'informations. Et puis après, je reçois beaucoup d'informations par seconde. Il faut que je les écrive dans une base de données pour pouvoir les analyser. D'accord? Ça, c'est BigQuery. BigQuery, ça peut encaisser en mode très propre 100 000 informations par seconde sur une table. 100 000 informations par seconde sur une table. C'est absolument colossal. Donc 100 000 lignes par seconde. Après, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais voilà, on peut monter à des centaines de milliers par seconde sur une table, mais il faut débrancher des systèmes, certains systèmes en fait. Mais voilà, ça c'est BigQuery, ça permet de pouvoir stocker tout ce flux d'informations qui arrive. Après, il y a d'autres outils, Dataproc ou CloudLab, qui sont des outils destinés à faire de la data science. Le machine learning. Vous allez pouvoir louer de la puissance dédiée machine learning. Il faut savoir que Google a inventé un nouveau type de processeur. Il y avait les CPU, il y avait les GPU, maintenant il y a les TPU. Faire du machine learning, c'est manipuler des matrices multidimensionnelles, ce qu'on appelle des tensors. Et donc en fait, faire du calcul sur des tensors, des matrices, ça nécessite une puissance de calcul un petit peu particulière. Donc les TPU, ce sont des Tensor Process Unit. Voilà. Donc c'est des processeurs dédiés à la manipulation de matrices multidimensionnelles. Donc vous pouvez les louer en fait. Vous pouvez monter une machine sur laquelle il y a des TPU, des processeurs dédiés en fait au machine learning. Mais vous pouvez aussi louer des services de haut niveau, par exemple du speech to text. Donc vous parlez, ça vous transforme ça en texte. Vous pouvez avoir un service où j'envoie une image et il me dit ce qu'il y a dessus. D'accord ? Par exemple, vous avez développé un service dans lequel tout le monde peut uploader des images. Et ces images, vous les rediffusez en extérieur. Et quelqu'un, vous faites un site de vente en ligne, quelqu'un vous dit moi je vends une chaise. D'accord ? Et vous envoie une photo. Comment vous pouvez garantir que la photo qu'il vous a mise, c'est une photo de chaise? C'est embêtant si c'est une photo voilà, de type adulte. Comment vous faites pour vérifier?
c'est important de dire, je prends la photo, je l'analyse, et l'outil me dit, oui, je vois une chaise. Et puis je vais regarder, il a mis dans le sujet, il a mis chaise. Et donc, je laisse publier. Ça m'évite d'avoir des gens qui vont surveiller ça, en fait. Donc, vous avez des outils qui permettent de faire ça. Des outils d'analyse de langage aussi. Vous recevez des commentaires sur un site web. Et ce qui est important, c'est vraiment très gratifiant d'avoir des commentaires positifs. Maintenant, il faut répondre surtout aux commentaires négatifs. Et vite. Donc, si vous avez un outil d'analyse automatique qui vous remonte tous les commentaires négatifs qui vous nécessitent de réagir, c'est intéressant en fait, ça vous évite d'avoir en permanence des gens qui surveillent ce qui se passe. Donc il y a des outils comme ça. Stockage, on le verra, il y a énormément d'outils de stockage. Vous pouvez stocker du fichier, de l'image. Par exemple, un cloud storage, vous pouvez stocker des milliards de fichiers. C'est le cas pour un client, on a monté sur un cloud storage des milliards d'images. La seule contrainte que vous avez sur cloud storage, c'est la taille d'un fichier. Un fichier ne doit pas dépasser 5 Tera. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Donc ça, c'est cloud storage, scalabilité en termes de stockage. Des bases de données de type SQL. Cloud Spanner. Spanner, c'est une base de données relationnelle et transactionnelle, multi-data center, multi-continent. Déjà, quand on arrive à installer une base de données relationnelle sur un cluster, on est content. Donc là, vous allez louer un spanner. Donc ça se fait démarrer un spanner en mode location, c'est 1 minute. Et au bout d'1 minute, vous avez une base de données relationnelle transactionnelle, multi-data center, multi-continent. C'est un truc incroyable en fait. Datastore, c'est fait pour stocker de la formation en type NoSQL. Et Bigtable, c'est l'outil, vous savez, l'outil où ils ont sorti un publié en 2005, là, qui permet de stocker tous les emails que vous avez publiés sur Gmail, qui permet de... toute l'information en fait est stockée dans Bigtable. Au niveau Google. Vous l'avez en mode location. Et vous pouvez avoir des pétas d'informations stockées dans une Bigtable en mode location. Et ils vous garantissent, quel que soit le trafic qui va récupérer de l'information, quel que soit le volume d'informations que vous avez stocké, vous allez pouvoir récupérer une information en 5 millisecondes. D'accord ? Il y a 10 000 personnes qui recherchent une information, tout le monde sera servi en 5 millisecondes en fait. C'est ça que ça garantit. Ça donne une idée de la puissance. Donc très utile pour du machine learning, là aussi de la série temporelle. Et puis après, vous avez un ensemble d'outils qui vous permettent d'opérer votre infrastructure. Ce n'est pas le tout d'avoir une infrastructure comme ça. Ce qu'il faut, c'est être capable de la surveiller, d'avoir des indicateurs, des alertes. Il faut aussi mécaniser le déploiement de ces infrastructures. Donc vous avez des outils qui vous permettent d'industrialiser vos déploiements. Dites, j'ai déployé ça dans un data center, je veux être capable de le refaire. Voilà. Donc vous avez des outils qui permettent, tiens, je peux dupliquer ça, très simplement. Voilà. Donc, pour aller sur le cloud, ça nécessite une stratégie. Donc, la plupart d'entre vous, en fait, manipulent déjà ces infrastructures. Donc, nous, on s'appuie sur une méthode, en fait, qui aide les clients à migrer sur le cloud. Donc, il y a différentes étapes. Entre autres, le cœur, c'est ce qu'on appelle le cloud plan. On est capable de mettre en place des cloud plans pour mettre en place une infrastructure, mettre en place une infrastructure data ou déployer sa première application cloud native, en fait. Voilà. Donc, c'est des méthodologies qui vont augmenter les chances de succès de ces premiers pas vers le cloud, en fait.